Welcome, c'est Draven. Pour ce podcast, je vais aborder un monument du cinéma qui a été une révolution en son temps, un film intemporel qui a bercé mon enfance en plus de celle de beaucoup d'autres, j'en suis sûr, j'ose le dire. Pour moi, c'est le meilleur film de science-fiction action que j'ai vu 32 ans après. Il n'a jamais été égalé. Je parle bien sûr de la révolution qu'est Terminator 2, le jugement dernier, sorti en 1991, réalisé par l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, James Cameron, à qui l'on doit le meilleur Alien. Aliens le retour, Abyss et Terminator 1 en tête de liste. Pour rappel, Terminator 1 c'est un film qui date de 1984, donc je vous laisse faire le calcul, de 84 à 91, il y a un petit peu de temps qui s'écoule. Le premier film sera une réussite commerciale inattendue. Cameron lui-même expliqua qu'il a l'origine pensé avoir fait le tour du sujet concernant l'univers post-apocalyptique futuriste opposant humain contre machine. Mais c'était sans compter sur le T-800 himself, et Arnold Schwarzenegger, qui était fortement enthousiaste à l'idée de poursuivre l'histoire, et qui d'ailleurs lui en avait fait part expressément l'époque après Terminator 1. Donc le développement de Terminator 2 fut mouvementé. Donc déjà, le film sort en 91, mais ça s'explique parce que Cameron il était occupé à l'époque sur Aliens le retour. Et donc c'est mouvementé pour une autre raison aussi, c'est que Schwarzenegger refuse catégoriquement de bosser avec Heimdall Film Corporation, société qui détenait les droits du premier film, pour une raison toute simple. Son producteur John Daly avait fait moult tentatives pour modifier le final de Terminator 1 et sa fin, donc qui avait fortement déplu à l'interprète du T-800. Puis, un autre problème vient se poser, c'est que Cameron avait cédé ses parts à cette compagnie, 50% pour être exact, de ses droits, pour réaliser le premier métrage. Et les autres 50%, il les avait donnés à son ex-femme pour $1 symbolique. Et son ex-femme qui est Anne Gail Heard, désolé si j'écorche le nom, qui avait plusieurs casquettes parce qu'elle avait été productrice et co-scénariste. Donc en 90, Cameron, Heard, Schwarzenegger et Stan Winston, c'est le mec qui est en charge des effets practical du film. Donc practical, c'est quand on dit practical, c'est les effets spéciaux qui ont lieu dans une scène qui sont réels, quoi. Donc il les attaque en justice sur le terrain des bénéfices impayés du premier film. Donc la Carolco récolte les droits de Terminator pour produire la suite par l'intermédiaire de Mario Kassar. Mario Kassar, c'est un nom qui devrait être familier pour bon nombre d'entre vous parce que c'est un producteur qui a fait de grands films, qui a notamment produit Rambo, L'échelle de Jacob, pour citer que cela. Donc la Carolco va s'associer à d'autres boîtes comme le studio Canal+, Lightstorm Entertainment, appartenant à Cameron, et allant même jusqu'à s'associer avec la boîte de son ex-femme, donc Pacific Western Productions. Les coûts de production du film sont astronomiques, ils sont extrêmement élevés, atteignant la coquette somme de 102 millions de dollars, dans ce qui est à la base le budget alloué le plus conséquent dans l'industrie cinématographique. D'ailleurs, Kassar avait expliqué qu'à la base, lui, il prévoyait 60 millions de dollars pour le film. Sauf qu'il savait pertinemment, de par son expérience, que Cameron, vu que c'est un mec jusqu'au boutiste et assez visionnaire, voulait faire quelque chose à la hauteur de ses ambitions et que fatalement, ça allait dépasser le budget de 60 millions. Mais ce budget de 102 millions fut pratiquement remboursé grâce à plusieurs paramètres qui interviennent avant la sortie du film. Donc, c'est-à-dire les ventes des droits de distribution, les droits télévisuels et les préventes. Chose qui complique aussi pas mal la tâche de Cameron lors de la conception du film, c'est qu'il a que 6 à 7 semaines, pour être précis, pour sortir un scénario digne de ce nom. Et il va faire appel à son acolyte William Wisher Jr., qui avait notamment bossé avec lui, qui lui avait filé un coup de main à l'époque sur Terminator 1. Donc il se base sur une ébauche qui vient de l'esprit de Cameron. Cette ébauche est mise en chantier, c'est la relation entre John Connor et le T-800. Les deux compères se servent de cette base pour créer une sorte de famille improbable, constituée de John Connor, un gamin d'une dizaine d'années, de Sarah Connor, la mère de ce dernier, qui est devenue une femme d'action, qui s'est endurcie suite aux événements de Terminator 1, mais j'y reviendrai un peu plus tard, et le T-800, véritable machine à tuer, qui se voit reprogrammée par la résistance pour protéger John et dans le but de lui obéir et découvrant par ce fait la nature humaine et comment l'appréhender. Et cette relation entre ce trio de personnages est le point d'orgue, le point
principal, le point central, si vous voulez, du film. Pour la petite anecdote d'ailleurs, l'antagoniste, le T-1000, Terminator en métal liquide, était à l'origine conçu à la base pour Terminator 1. Moi, cette idée avait été créée pour Terminator 1 mais abandonnée. D'ailleurs, je dois dire qu'il a un regard glacial et il est moins épais que le T-800, et ce qui contraste énormément avec l'apparence de ce dernier. Par ailleurs, dans le script, de nombreux chapitres écrits pour le script ont été abandonnés, comme par exemple une intrigue centrée autour de Dyson qui aurait dû être très importante et qui malheureusement a été squeezée. Ce qui est dommage, aussi, il y a une autre scène, quand on sait ça, ça aurait été sympa de la voir. C'est le T-1000 tuant un petit groupe de résistants et dans Sarah Connor. Bon, ça a été abandonné aussi, pour pouvoir rentrer dans le budget du film. Cameron et Wisher prennent contact régulièrement avec ILM, donc c'est la boîte d'effets spéciaux qui est chargée de bosser sur Terminator 2, du moins l'une des boîtes, parce que vous allez voir que c'est pas la seule. Et il rentre en contact avec eux régulièrement pour savoir ce qui est possible ou non, quoi, dans l'élaboration du script, forcément. Concernant les effets spéciaux, c'est extraordinaire. Comme je l'ai dit précédemment, il y avait ILM, mais c'est pas la seule boîte. Ils sont 3 sociétés à se charger des effets spéciaux de Terminator 2. Et chacune s'occupe d'une partie spécifique. Donc les séquences de guerre qu'on voit, la guerre du futur, ce genre de choses, c'est Fantasy 2 Films Effects qui s'en charge. Pour la scène de l'explosion nucléaire, l'holocauste nucléaire, l'ouverture du film, c'est Forward, mais il se charge également du métal fondu du T-1000. Et ILM s'occupe de l'animation du T-1000, quand il se mouve avec ses différents membres, quand il court, et les graphismes par ordinateur. Toute la partie effets spéciaux numériques CGI, si vous voulez, a coûté 6 millions de dollars. Et 6 millions de dollars, je vous donne dans le mille, c'est le budget de Terminator 1. C'est tout le budget, ce qui est assez dingue. Donc Terminator 2, c'est un film qui était avant-gardiste sur bien des aspects. Parce que c'est pas un film qui s'appuie uniquement sur des effets spéciaux numériques CGI. C'est qu'il se mélange ces effets habilement avec du practical, des effets réels. Et ça, c'est juste génial parce que à aucun moment lors du visionnage, on se dit ah ça fait pas de sens, ça c'est un peu hors sujet. Ça me sort du film, franchement c'est pas très bien fait. Non, même encore aujourd'hui, vous le matez, c'est intemporel. Et les effets spéciaux ont été conçus pour être le plus cohérent possible avec l'univers Terminator. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Et pareil pour le montage du film, ils sont quand même bien galérés parce qu'il y avait une date fixée qui ne pouvait pas être repoussée. Du coup, ils ont été forcés à faire appel à 3 monteurs travaillant sur le film, sur le montage du film, du long métrage, ce qui a abouti à une première version de 152 minutes, puis après elle est raccourcie dans un premier temps par Cameron, amenant le film à 139 minutes, puis à 136 minutes lors de la dernière projection test, car Arnold Schwarzenegger pensait que le film était encore trop long. Et ce film-là, ça a été un succès au box-office, ça faut le savoir. Il a engrangé sur le territoire américain 204 843 345 dollars et à l'étranger 315 millions de dollars. C'est un véritable raz-de-marée, dépassant les frontières du monde. Tout le monde voulait aller voir Terminator 2, ce qui est compréhensible. Donc je vous ai parlé brièvement de l'histoire. Donc je vais rentrer plus dans le détail, dans le vif du sujet si je peux dire. Donc dans ce que je vais expliquer, je fais un mix un petit peu avec les événements de Terminator 1 et Terminator 2. Pour vous situer le truc. Donc un holocauste nucléaire a lieu le 29 août 1997, causé par Skynet. Alors Skynet c'est quoi? C'est une intelligence artificielle, c'est la principale menace Terminator, c'est elle qui conçoit les Terminators justement, ces machines à tuer, ces robots du futur, etc. Et donc Skynet va chercher à exterminer la totalité de la race humaine, et pour ce faire, il va envoyer Terminator dans le passé, plus exactement en 1984, pour éviter que John Connor naissent en tuant sa mère et pour remporter fatalement la guerre du futur. Car il reste une poignée d'humains dans le futur post-apocalyptique, luttant pour leur survie et l'éradication de Skynet sous le commandement de John Connor. Sauf que son plan échoue parce que la résistance, justement, envoie eux aussi, en 84, un type pour protéger Sarah. Sauf que ce type-là, il est humain, il se nomme Kyle Reese. Donc le plan de Skynet échoue. C'est alors qu'en 95, un Terminator est envoyé dans ce laps de temps-là
pour venir tuer John Connor alors qu'il est enfant. Mais c'était sans compter sur la résistance qui envoie également à son tour un protecteur pour John, un T-800. La question est la suivante, lequel des deux atteindra John Connor le premier? L'idée est simplement géniale en fait de l'histoire, de proposer que l'antagoniste du premier film devienne le gentil et un héros faisant partie d'un groupe de personnages. Et c'est un pari qui est assez surprenant et osé, mais qui fonctionne très bien. Cette machine à tuer qu'incarne Schwarzenegger et qui évolue au contact de John et Sarah pour saisir les différentes émotions qui caractérisent l'être humain est une mise en abîme de la figure paternelle en fait, qui manque cruellement à John. Ce faisant, John, avec une vision naïve d'un enfant, éduque son père robotique, ce qui crée une relation atypique entre l'enfant et la machine, s'apprenant à se connaître, luttant contre une menace qui les dépasse. Le personnage de Sarah Connor est aussi extrêmement intéressant parce que d'une femme fragile de Terminator 1, elle passe à une femme soldat qui s'est endurcie depuis ces événements-là, fermant presque son cœur pour agir de manière froide et pragmatique, presque antipathique par moments. C'est comme si son isolement avait eu un impact sur son développement personnel et ça la transforme en machine de guerre semblable à un Terminator. Alors, c'est juste génial comme idée. Le T-1000 est quant à lui parfaitement interprété par Robert Patrick. C'est juste splendide à voir. Avec un regard de tueur accentué par sa forme longiligne qui crée ce sentiment d'oppressement qui revient constamment à chacune de ses apparitions, une menace qui ne peut être tuée que sous certaines conditions. Même ses répliques sont cultes, hein. La fameuse phrase Wolfie va très bien. Côté humain, le personnage de Dyson est assez cool à suivre car c'est un scientifique responsable de la création de Skynet, bossant pour Cyberdyne. Il est plein d'espoir et confronté à la terrible réalité, cette terrible nouvelle qui s'abat sur lui, c'est que sa création est responsable de l'holocauste nucléaire, donc de la quasi-extinction de la race humaine. Ce qui le fait se questionner sur lui-même, dans un premier temps, et sur ses recherches, sur son travail, sur ce à quoi il a dédié sa vie. Et donc son arc narratif fait corps aussi avec cet univers futuriste quoi, de science-fiction. Toute cette galerie de personnages correspond parfaitement à l'univers Terminator, grâce à la réalisation impactante de Cameron. En fait, il alterne les scènes d'action simplement dantesques, je pense notamment à la scène de la Galeria, où on a un enchaînement de plans se mélangeant avec une aisance remarquable au ralenti, accentuant la peur de John, entendant les pas lourds et mécaniques des deux Terminators, avec le bruit des portes, faisant un vacarme assourdissant jusqu'à ce qu'il entende le fameux « baisse-toi » du T-800. Ce que je vous décris, c'est une scène parmi tant d'autres, qui forme une fresque d'une science-fiction palpable, car elle s'alterne parfaitement avec des scènes plus calmes où les personnages prennent le temps de dialoguer. Je pense que c'est un élément important qui a fait son succès et qui le rend véritablement intemporel, c'est que les gens comme moi ont été convaincus par les personnages qui sont profondément humains avec leurs doutes et sentiments. Ça se ressent sur des petites choses, des petits trucs tout bêtes, comme lorsque John apprend des expressions humaines aux robots, comme reste cool, sac à merde, ou no problemo. Il y a aussi beaucoup de répliques intemporelles qu'on utilise encore de nos jours. Moi je sais que par exemple j'utilise régulièrement le Hasta la vista baby, voilà, hein. Ça en dit long sur le film. Et je pense que justement Terminator 2 c'est un film de science-fiction à voir pour comprendre le génie de Cameron et pourquoi Terminator et surtout Terminator 2 l'a propulsé en tant que réalisateur talentueux. C'est une vision de la science-fiction qui est par bien des aspects assez fataliste sur la condition humaine, mais nous montre quand même de l'espoir à travers les personnages de John Connor, Sarah Connor, Dyson, évoquant l'humain capable de dépasser le stade des machines et de se méfier de la technologie. Il y a aussi ce message assez sous-jacent dans Terminator. Donc c'est un film riche de par sa réalisation, sa direction d'acteur, ses effets spéciaux et ses thématiques abordées qui vont de pair avec l'histoire. C'est par ces mots que cette vidéo prend fin. Je vous invite donc à me laisser un like, un commentaire sous celle-ci et à vous abonner à la chaîne pour suivre les futurs contenus. C'était Draven, portez-vous bien, salut!